bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité a peut-être un but, une orientation, une finalité, qu'elle poursuit selon moi une destinée vers son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, on voit bien qu'on est encore un peu loin du but, mais toutes les structures ont été construites déjà. On a tout pour fonctionner universellement. On a construit l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'ONT, l'Organisation mondiale du tourisme, du travail, etc., etc. Toutes ces organisations mondiales sont déjà là. Elles ne sont pas encore efficaces correctement. L'ONU, on voit bien qu'il est abusé, maltraité par ses propres enfants, en somme. Et donc, il n'a pas encore l'autorité pour imposer à l'ensemble de l'humanité la paix. Mais ça ne saurait tarder. C'est quelque chose qui forcément arrivera. L'évolution se fait de façon lente. Le rythme de l'évolution de l'humanité est particulier. Il correspond pas au rythme d'évolution d'un individu. Un individu, sur 10 ans, il change énormément. L'humanité, il lui faut 1 siècle, 2 siècles, etc. pour évoluer, pour faire évoluer son psychisme, on va dire. Le psychisme humain, il change entre l'adolescence et l'âge adulte, il a vite changé en réalité. Mais, ou entre l'enfance et l'adolescence, etc., etc. Mais le psychisme de l'humain, la capacité à maîtriser ses pulsions, à s'empêcher d'abuser autrui, etc., tout ça, il faut des siècles d'évolution pour évoluer. On peut mesurer un peu l'évolution qui a la sensibilisation de l'être humain. L'humain devient de plus en plus sensible, on le voit, sensible à autrui, donc sensible à lui-même, sensible à ses congénères, sensible à la planète, sensible aux autres animaux, etc. Donc, on sent cette évolution, mais elle n'est pas marquante parce que pendant la durée courte de notre existence, on ne voit pas les choses bouger de façon radicale. Oui, elles bougent de façon radicale. Hein. Celui qui avait 10 ans en 1930 et qui a 100 ans en 2000 aujourd'hui, je veux dire, il a vu tout un tas de changements qui s'est produit évidemment. Mais on peut pas c'est difficile de marquer les choses. Évidemment, les choses le monde n'est plus au niveau où il était en 1930, quand les dictatures avaient le vent en poupe, et on a vu ce que ça a donné. Bon, bref, voilà, ça c'est pour l'introduction. L'humanité va vers sa perfection, selon moi. On construit le paradis pour nos futurs descendants. Ce paradis, c'est donc un fonctionnement universel, la meilleure des sociétés humaines possibles. Et il faut que ça soit l'ensemble humain qui atteigne ça. Alors, pour préciser cette théorie, je m'appuie sur des audios parfois. Et là, c'est sur Platon, la République. Donc, je vais reprendre l'épisode 3. C'est la 2e vidéo, où Platon essaye de montrer ce que peut être une société, comment on peut améliorer une société malade. La société idéale, la société en bonne santé, il a démontré ce que c'était. C'est une société qui est mesurée, qui est dans qui vit un peu, en somme, comme les épicuriens à l'époque d'Épicure. Épicure, il se contentait d'un petit peu d'huile d'olive sur un morceau de pain, de ses amis. Donc, il était dans la mesure absolue des choses.
c'était pas une société de luxe, c'était une société du minimum vital pour être heureux. Et c'est dans ce minimum vital qu'on peut être heureux. Dès qu'on est dans la possession, dès on sort du bonheur, on rentre dans le plaisir, dans tout un tas de choses. On peut accéder au plaisir. Hein. Voilà, un milliardaire, il a accès à tout un tas de plaisirs que tous les plaisirs sont là. Mais le bonheur, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le plaisir. Et bon, la plupart du temps, d'ailleurs, dans leur couple, dans leur vie, c'est pas le top, quoi. C'est pas le bonheur qui est vécu, c'est autre chose. Et donc, le bonheur, c'est vraiment la mesure. Et donc ça, c'est pour la société en bonne santé. Mais Platon, là, parle de la société malade. Comment on peut améliorer une société malade? Comment on peut la rendre plus agréable? Eh bien, il faut éduquer les gardiens, ceux qui sont chargés. Il y a 3 classes, en gros. Il y a le peuple, le ouvrier, le peuple qui travaille les paysans, à la construction du monde. Il y a les gardiens qui sont là pour protéger le peuple des envahisseurs, qui est là pour maîtriser, c'est les forces de l'ordre, c'est l'armée, voilà, ça correspond un petit peu à cette idée-là. Et puis les meilleurs d'entre eux, de ce monde de gardiens, ceux qui ont véritablement compris l'éthique de l'humanité, du gouvernement, donc du bien public, du peuple, du bonheur du peuple, eh bien, ils ont des responsabilités autres. Et donc, l'éducation se porte sur les gardiens. Et ces gardiens, eh bien, il faut les préserver et là, on rentre à ce niveau-là de l'écoute, il faut les préserver des poètes, voilà, de l'art, etc., de ces choses-là. Donc, je lance l'audio et puis je commente. Et donc, je vais essayer de présenter certains traits aujourd'hui. Il y aura une correspondance avec ça dans le livre 10, ouais, où la critique est reprise peut-être plus radicalement. Mais alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans le livre 3, tous les poètes ne sont pas bannis. Hein. Donc, ce qui est banni, c'est seulement la poésie imitative qui imite de mauvaises choses, d'après Platon. Alors, c'est là où on a la chance d'avoir des hommes, des philosophes de cette dimension. Nicolas Sachs, la chargé de recherche en philosophie ancienne à l'Université libre de Bruxelles, parce qu'ils connaissent leur Platon sur le bout des doigts, et donc ils peuvent en montrer toutes les subtilités. Si on le voit de l'extérieur, rapidement, évidemment, on a l'impression que Platon, ce qu'il propose comme éducation pour ses gardiens, c'est quelque chose de radical, c'est dictatorial, etc., etc. Et là, la subtilité, elle est amenée par ces professeurs de philosophie extraordinaires et qu'on doit remercier pour leur qualité pédagogique, leur humilité et tout. Platon. Hein, donc, de ce point de vue-là, la critique n'est pas complète. Elle est uniquement basée sur le fait que certains poètes imitent des comportements que Platon estime ne pas aller dans le bon sens pour l'éducation des gardiens, qui, je vous le rappelle... Voilà, donc c'est plus une mauvaise... L'art peut montrer des images qui sont préjudiciables. Et on a le même problème aujourd'hui avec les films américains qui montrent de la violence inouïe. On n'a pas encore déterminé ce que l'influence réelle de tout ça. Évidemment, on peut le voir comme quelque chose qui est cataleptique, je ne sais pas comment on dit, mais quelque chose qui expulse la violence, mais on peut aussi le voir comme quelque chose qui la stimule. Faudrait savoir, faudrait avoir une vision beaucoup plus pointue pour savoir si le taux de violence qui est arrivé dans l'humanité,
s'il est lié à ça ou aux valeurs du marché ou à autre chose. Mais il n'y a pas de raison que le peuple, d'un seul coup, devienne de moins en moins respectueux d'autrui, de plus en plus maltraitant envers lui-même, etc. Il y a quelque chose qui se passe. On devrait pouvoir y réfléchir, se poser la question pourquoi l'humanité en est arrivée où on en est. Depuis les 40 ans du néolibéralisme, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'influence? Voilà. Et là, Platon, il réfléchit à ça à son époque. À son époque, les poètes, si les poètes étaient véhiculaient les idées, par exemple, des sophistes, selon lesquels, tu peux abuser ton congénère si tu te fais pas prendre, etc., etc. Les valeurs des sophistes, certaines valeurs des sophistes étaient préjudiciables pour le bien vivre ensemble. Alors, est-ce que c'est contre ça qu'ils s'opposent? Très certainement, c'est contre ce type de choses, à mon sens. Parce que Platon, c'est quand même un génie de génie. Avec Socrate, c'est inouï leur activité créatrice, elle est incroyable. Qui, je vous le rappelle, doivent faire preuve d'ardeur. Et donc, si on leur présente dans des poèmes des exemples de héros, par exemple, ou de dieux qui se lamentent ou qui font preuve d'un manque de modération, Platon estime que ces extraits de la poésie vont les encourager à se comporter eux-mêmes comme ça, les gardiens. Et en plus, c'est clair qu'il est en lutte contre les mythes, contre la mythologie. Et dans la mythologie, les dieux grecs faisaient n'importe quoi. Ils pouvaient violer des femmes, tuer qui voulaient. Enfin, c'était punir avec des choses inouïes. C'était des psychopathes, quoi, tout simplement. Et donc, il est logique. Voilà, moi je pense que j'aurais été à cette époque-là, j'aurais embrayé derrière Platon. C'est clair, parce que et d'ailleurs, les spiritualités amènent une autre vision du divin. Le divin, il est d'une autre dimension. Le divin dans le judaïsme, dans le christianisme plus tard, dans le bouddhisme, voilà, ça a d'autres dimensions que les dieux de la mythologie. Les dieux de la mythologie sont quelque chose, quoi. Et c'est marrant qu'on revienne, là, actuellement, les milliardaires américains, là, ils vénèrent les Jeff Bezos, les Zuckerberg et Musk, ils vénèrent la Rome, il me semble. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai cru lire ça. Donc, l'Empire romain, mais c'est une aberration, quoi. C'est vraiment incroyable. On reprend. Gardien. Par exemple, s'ils ouvrent l'Iliade de Homère et qu'ils tombent face à Achille en pleine colère, puisque l'Iliade de Homère commence avec la colère d'Achille, ça va nuire à leur comportement parce qu'ils vont vouloir imiter la colère d'Achille. C'est l'argument qu'on tient aujourd'hui envers les jeux vidéo. Hein. Si on joue à des jeux vidéo trop violents, on va devenir soi-même trop violent. Alors, bon. C'est pas systématique, mais est-ce que cette ambiance de violence qui s'est mis entre... Il y a une grosse différence entre les années 60, 70 où on simulait les meurtres, les choses comme ça, les choses, on les voyait pas. Et puis d'un seul coup, ça a été une débauche d'hémoglobine, de cruauté, de perversion, des choses comme ça. Est-ce que ça influence globalement la société? C'est pas individuellement, évidemment. Il y a tout un tas de gens qui vont pas le vivre, qui vont pouvoir mettre la distance sur ces choses-là. Simplement, quand on imagine, il y a une sorte de déshumanisation de l'humanité. Quand on voit dans les films de Schwarzenegger ou de je sais pas qui, de ces gars-là, ils passent avec une mitraillette et puis ils balancent un coup de mitraillette et on voit des centaines de gars qui tombent, etc. Et personne, comme si personne les pleurait, comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. Chaque mec qui tombe comme ça,
dans l'indifférence, en réalité, il y a des gens qui, dans la logique, on devrait voir sa femme, sa mère, son père, sa famille, ses enfants qui viennent pleurer, comment voilà, la logique, c'est ça, parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est que derrière, il y a de la souffrance, il y a des années de tristesse, il y a tout un tas de choses qui se jouent. Et donc, le fait de faire croire, de donner à penser, en fait, qu'un individu, il n'a pas que voilà, on peut le dégager comme ça du monde sans qu'il y ait aucune répercussion, comme un jeu de quilles, c'est tout simplement honteux, quoi, hein. Bon, la colère d'Achille, cet exemple-là, je ne suis pas en particulier, parce que peut-être que Platon estime que certaines colères sont saines, comme on dit parfois, mais il y a certainement des exemples dans l'Iliade et l'Odyssée qu'il rature, hein, littéralement. Il passe le livre 3 à dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans l'Odyssée et dans l'Iliade, puis dans d'autres tragédies. Je comprends tout à fait. Et donc, en effet, Platon a l'impression que lorsque on est soumis à un certain type d'imitation, ou lorsqu'on imite soi-même d'ailleurs, puisque pour lui, on est à la fois imitateur quand on joue au théâtre, mais aussi quand on regarde. Hein, donc il y a une sorte de chaîne imitative pour Platon, entre le poète, le rhapsode, le performeur ou la performeuse, et le spectateur ou la spectatrice. Et donc, c'est là où on voit à quel point Platon a atteint un niveau de complexité où il tient compte de la complexité des choses. Et ça, c'est inouï à son époque, c'est tout simplement incroyable, quoi. Et donc, d'après lui, au cœur de cette imitation se loge la possibilité de devenir ce qu'on imite. Et comme vous dites, loin d'être un argument philosophique qui a été oublié par la tradition, c'est au contraire a été constamment répété. Dans dans le refus de l'image dans l'époque byzantine, dans les polémiques contre la mimétique et dans l'art abstrait, et aujourd'hui, en effet, dans la rhétorique contre les jeux vidéo ou contre la pornographie, par exemple. C'est ça. Alors, je vous propose qu'on écoute... Mais c'est logique de se poser cette question, de s'interroger sur sur les valeurs qui sont données à la société. Voilà, c'est simple. Alors, je vous propose qu'on écoute Platon, Socrate, sous la plume de Platon, exposer les arguments contre l'imitation, contre la mimésis. Oui. Si jamais nos gardiens imitent, que dès l'enfance, ils imitent ce qui leur convient, des hommes virils, maîtres d'eux-mêmes, pieux, libres, et tout ce qui s'y apparente. Que ce qui manque de liberté, ils ne le pratiquent pas. Alors, viril, bon, à l'époque, c'est des valeurs comme ça, et on voit bien, aujourd'hui, on repart dans ce virilisme américain, là, qui donne l'exemple, hein, qui est une sorte de donneur d'exemple. On voit à quel point c'est... Bon, on verra ce que ça donne. Pas, ni ne se montre capable de l'imiter, ni non plus rien d'autre de ce qui est déshonorant, de façon à éviter que la pratique de l'imitation ne leur donne du goût pour la chose réelle. Ne te rends-tu pas compte que les imitations, si on les accomplit continuellement dès sa jeunesse, se transforment en façon d'être et en nature, à la fois dans le corps, dans les intonations de la voix et dans la disposition d'esprit? Alors, nous ne permettrons pas à ceux dont nous affirmons nous soucier et dont nous disons qu'ils doivent devenir des hommes de bien, d'imiter eux qui sont des hommes, une femme, jeune ou moins jeune, qui injurie un homme, ou qui, face aux dieux, les querelle, et se compare à eux, parce qu'elle se croit heureuse, ou qui, au contraire, est plongée dans le malheur, la souffrance et les lamentations. Et de même, nous serons loin de permettre qu'on imite une femme malade, amoureuse, ou en mal d'enfant. Ni non plus qu'on imite les esclaves, femmes et hommes, faisant ce qui est le propre des esclaves. Ni non plus, apparemment, des hommes méchants et lâches. Alors, il faut bien ramener cette idée, ce qui se passe à une époque où l'esclavage était complètement normalisé. C'était quelque chose de... Il ne pouvait pas venir à l'idée encore
même des, c'est venu plus tard que la critique de cette façon de fonctionner. Et pareil pour le rôle des femmes, etc., etc. Donc, il faut remettre tout ça en perspective, évidemment. Alors, on a quoi à l'ordre du jour? Jean Dujardin. C'est un cauchemar, les gars. Mais il veut pas se laver ou se raser, non? Rien? Non, rien. À ce propos, Gabriel, je me demandais, ton nouveau style, c'est pour faire brancher ou t'as juste lâché l'affaire physiquement? Ok, les gars, pardon. On peut rester focus, là, parce que moi, j'ai un acteur en pleine Day-Lewis. En pleine quoi? Daniel Day-Lewis. Alors. L'acteur anglais qui travaille tellement ses rôles qu'après... Adèle Van Rett. Et on lit La République de Platon cette semaine ainsi que la semaine prochaine. Aujourd'hui, livres 3 et 4, l'éducation. L'éducation selon Platon, l'éducation des gardiens de la République que vous venez de nous présenter, Nicolas Sachs. Quel est le problème avec l'imitation? Donc, le texte l'a bien dit, si nos gardiens imitent, ils deviendront comme ceux qu'ils sont en train d'imiter. L'extrait de la série 10% que vous venez d'entendre va tout à fait dans ce sens. Jean Dujardin fait une Daniel Day-Lewis, connue pour, enfin dans la série en tout cas, incorporer tellement les rôles qu'il doit jouer qu'il ne fait plus de différence entre le personnage et lui-même, ce qui est exactement le danger que pointe Platon. On a quand même envie d'objecter à Platon que l'imitation, quand elle est excessive, certes, peut peut-être nuire à celui qui est éduqué, mais qu'il n'y a pas d'éducation sans imitation. Nous passons... Oui, et puis, mais là, c'est quand même on va vers un excès incroyable. Mais c'est pas tous les acteurs qui vivent comme ça, c'est pas tout le monde qui va incorporer exactement cette naïveté, mais on voit bien à quel point l'impact... Quand on écoute des gens, moi je le vois, des gens parlent, certains parlent comme ce qui est dit sur CNews, quoi. C'est hallucinant. Et des gens pourtant qui ont toute leur raison et tout leur esprit critique. Et pourtant, on voit l'impact de ces choses, de ce qui est donné comme valeur par une société. C'est inouï et c'est pas pour rien que les milliardaires achètent, que l'oligarchie achète des médias. C'est bien parce que ça a un impact inouï. C'est tout simple, hein. Sinon ils achèteraient des usines à casseroles, hein. C'est tout simple. Voilà, donc et surtout qu'ils perdent de l'argent avec ça. Donc c'est évident qu'il y a un impact. Et quoi qu'en pense Adèle Van Rett. Nous passons notre temps à observer, à vouloir reproduire des choses que l'on voit pour s'éduquer, pour devenir soi-même, si cette phrase a un sens. Oui, mais entre l'éducation et les valeurs qui sont données par la société, avant, il n'y avait que le maître qui éduquait. Et c'était là où se faisait l'éducation. Il n'y avait pas... maintenant, l'éducateur principal, c'est les médias. C'est autre chose que Bon, évidemment, il y a encore l'école qui donne toutes ces valeurs. Heureusement qu'ils préservent tout ça. Mais on voit l'influence du... Alors, c'est tout à fait vrai. La recherche a montré que on apprenait les choses et on intériorise des comportements en les modélisant et en les reproduisant. Donc, c'est correct. C'est ça. Et l'imitation, c'est comme ça que fonctionne l'humanité. C'est pour ça que les oligarques achètent les télés. C'est pas parce qu'ils veulent par imitation transformer la mentalité du peuple pour en faire, pour le rendre perméable à leur commerce et puis à leurs idées. C'est correct. L'imitation est au cœur de l'acquisition de compétences culturelles et psychologiques. Et donc, de ce point de vue-là, il est vrai que Platon peut-être manque quelque chose de l'importance de l'imitation et de la puissance cognitive de l'imitation, qu'Aristote, par exemple, reconnaît en développant la conception de catharsis. Donc, loin d'être un danger, l'imitation est au contraire une manière de pacifier des conflits qu'on ressent et de nous permettre de dépasser certaines situations. Donc, c'est vrai que, à mon avis, Platon ne capture pas l'essence même du phénomène mimétique. Et la recherche l'a montré. Néanmoins, l'extrait de la série que vous avez passé montre que c'est resté et que c'est intuitivement correct de reconnaître que ce qu'on imite est toujours et jamais loin
que la limite entre ce qu'on imite et la chose imitée, entre nous et la chose imitée, n'est jamais tout à fait claire. Hein. Et ça, à mon avis, Platon a raison, et elle a une bonne intuition, de reconnaître que l'image a cette capacité de nous faire un effet d'entraînement vers la chose qu'elle imite. Donc c'est ça la conception platonicienne de l'image, qui peut-être n'est pas complètement exacte, mais qui en tout cas capture une intuition intéressante, c'est qu'une image, en se faisant passer pour quelque chose, nous conduit vers la chose qu'elle imite. Donc il y a un effet d'entraînement intrinsèque à toute image. Vous voyez ? Bien sûr, mais on le voit sur Internet, on tombe très souvent sur des publicités, même pour des ventes d'objets, de n'importe quoi, des femmes dénudées ou des choses comme ça. Mais ça, forcément, ça va toucher tout de suite quelque chose qu'on ne gère pas, qui est au niveau de l'inconscient, qui est au niveau de l'instinct, qui est pas au niveau de la conscience. Et donc, ça réclame un effort de conscience, en fait, pour dire, je suis pas attiré sur ce genre de choses. Donc, on voit bien, c'est le principe de la publicité. C'est pas pour rien qu'il y a, que l'image est là. Sinon, les murs de nos villes, de nos villages n'auraient pas de publicité au mur. Hein. C'est qu'il y a un impact, évidemment. Donc, on peut reconnaître ça. Les acteurs, ce sont des histoires qu'on raconte, que les acteurs ou les actrices finissent par s'identifier au rôle qu'ils ou elles jouent. Hein, c'est la fameuse histoire de Bela Lugosi, qui jouait tout le temps des rôles de vampires, et à qui, d'ailleurs, les gens demandait tout le temps de continuer à jouer son rôle dans la vie réelle. Et donc, il y a, à mon avis, là, une intuition correcte de Platon, qui est de reconnaître la puissance d'entraînement que l'imitation peut avoir sur ceux qui imitent. Mais on ne comprend vraiment le problème avec l'imitation que si on connaît un peu la philosophie de Platon, pour qui il y a quand même une hiérarchie entre l'idée avec un I majuscule, qui serait l'équivalent d'une chose en soi, de l'incorporation de cette idée dans le monde réel et de l'imitation de ce monde par l'artiste, par le peintre ou par le poète qui va reproduire ce qui n'est déjà qu'une sorte de reproduction. C'est-à-dire qu'on est à plusieurs degrés du réel selon Platon avec l'imitation. Alors c'est vrai que derrière cette critique de l'imitation, il y a un petit peu l'hypothèse des formes que Platon va développer plus clairement dans les livres centraux de la République et au livre 10. Donc à ce niveau-ci du texte, il joue pas toutes ses cartes sur la table. Hein. Donc il y a un peu de retenue et l'imitation ici est condamnée comme par cet effet d'entraînement dont j'ai parlé. Mais c'est vrai qu'au fond des choses, le problème vient du fait que le monde qui nous entoure, le monde dans lequel on est un monde lui-même qui imite dans une certaine mesure, une réalité plus vraie ou plus pleinement déterminée. Et donc, c'est ça le risque. C'est toujours de croire que l'image est l'original. Voilà. Et là, évidemment, il rentre dans le cœur du problème. Pour lui, le monde réel, et c'est le monde de l'au-delà. C'est le monde des idées. Le monde dans lequel on vit, c'est une illusion de la réalité. La réalité, elle est au-delà. Et d'ailleurs, là, c'est mon point de vue aussi, et la réalité, on la touche, cette réalité, le monde des idées, on le touche uniquement à travers l'extase, à travers l'éveil, à travers le nirvana, à travers cet état de conscience modifié qui n'a rien à voir avec l'état de conscience ordinaire. Dans cet état-là, on est au contact exact de la réalité. Mais c'est le corps qui est au contact, c'est pas l'esprit. L'esprit ne peut pas être au contact de cette réalité supérieure. Original. Et derrière la condamnation de l'imitation qu'on a ici, il y a la condamnation du fait de croire que les apparences qui nous entourent sont la chose elle-même. Hein, donc c'est ça le risque sous-jacent en effet. Et donc si on est conscience de cette idée qu'il y a des formes que les apparences imitent, eh bien on comprend mieux pourquoi Platon s'inquiète de l'imitation, parce que on pourrait croire que le monde qui nous entoure est le véritable monde, alors qu'en fait ce n'est pas le cas, d'après lui en tout cas. Alors il y a deux objections. Voilà, ça c'est vraiment incroyable. Cette réflexion-là, elle est grandiose, quoi. Et c'est toute la beauté de Platon, et je pense que la société la recherche, les scientifiques vont démontrer
Il commence à le démontrer que ce monde que c'est une illusion qu'il est construit sur un système. Il faut croire à cette illusion, c'est un truc, c'est légitime tout ça. C'est comme ça que je l'explique sur la mécanique universelle. Le monde est une illusion, mais il faut croire, il faut jouer le jeu de l'illusion, on ne peut pas faire autrement d'ailleurs, et pour construire l'humanité et l'amener à sa perfection qui dépassera cette illusion. Mais voilà, il faut... l'illusion, elle est nécessaire en somme. Mais c'est intéressant de prendre conscience que c'est une illusion. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, c'est gratuit tout ça, envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec vos sites, laisser des commentaires et aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Merci, à très bientôt.